Ça fait maintenant un petit moment que la saison 4 a été diffusée et si vous l'avez visionnée, ce que j'espère surtout avant ce genre de vidéo, en tout cas si vous l'avez vu, vous avez sûrement pu constater que nos héros de la confrérie du tofu ne sont plus vraiment les mêmes, tant physiquement que psychologiquement. Tiraillés entre leurs devoirs et leurs envies, entre responsabilités et désirs, ils ont drastiquement changé au fil des nombreuses épreuves qu'ils ont dû surmonter, les façonnant pour devenir les fiers héros que l'on connaît. C'est justement ce que je vais essayer de vous proposer aujourd'hui en vous dressant un portrait rapide, retraçant l'évolution qu'ont connue nos héros durant toutes ces aventures de la forêt interdite d'Amakna jusqu'à l'union de Hugo et Amalia. Avant de démarrer cette vidéo, je compte sur vous pour vous abonner. Sans vous, je n'aurais certainement ni la force ni l'envie de faire ces vidéos. C'est vous et vous seul qui me donnez la force de continuer. Alors je compte sur votre soutien indéfectible pour me donner l'envie de continuer à vous faire patienter, le temps que Welsh & Cheddar et la saison 5 de Wakfu ne pointent le bout de leur nez. Allez, ceci dit, découvrons ensemble l'évolution de nos héros de la saison 1 à la saison 4 de Wakfu. De prime abord, on pourrait croire que Ruel au final c'est qu'un vieil Inutroph qui est resté le même du début à la fin, à savoir un vieux briscard qui sait faire le mort quand la situation se gâte. En réalité, Ruel est probablement l'un des héros qui a le plus évolué. Il a su surmonter l'épreuve d'avoir perdu un foreur autrefois, en adoptant Kamasutar, nouer une réelle amitié avec lui jusqu'à pouvoir emprunter ses pouvoirs pour fusionner quand la situation l'impose. Il a dû affronter son avarice, pour lequel il a délibérément mis de côté sa femme en se faisant dérober toute sa richesse, et pour ça, il a pu compter sur ce qu'il chérit de plus après son amour d'Ekama, sa relation avec Hugo. Un enfant qu'il a vu grandir comme son fils, l'accompagnant dans toutes ses aventures et dans toutes ses épreuves, comme dans sa dispute avec son frère par exemple. Même si bien sûr le papa adoptif de Hugo c'est Alibert, Ruel lui aussi mérite et tient même une grande place dans le cœur de Hugo. Côté power-up, c'est complexe tant c'est devenu hors norme autour de lui, mais il n'empêche que sa forme Fortzerker est redoutable, au point qu'il a pu se battre avec les autres contre les Necroms. Physiquement par contre, ce bon vieux Ruel n'a pas changé d'une ride, pour notre plus grand plaisir. D'ailleurs, petite anecdote que peu de personnes savent, mais à la saison 1, Ruel était déjà âgé de 211 ans. C'est dire la longue vie pleine d'aventures qu'il a derrière lui. Évangéline, on l'apprend sur le tard, mais c'est une descendante d'une longue lignée d'assassins remontant à plusieurs siècles. Une lignée appartenant à la Guilde des Murmures, la plus célèbre guilde d'assassins du monde des 12, disposant de membres avec un talent sans pareil, comme certains possédant une acuité permettant de toucher à tous les coups peu importe la distance, ou d'autres avec des pouvoirs décuplant l'essence. Des talents qui expliquent pourquoi Évangéline est une archère aussi douée. Elle a des prédispositions qui expliquent d'où elle tire sa force exceptionnelle. D'ailleurs, à mes souvenirs, elle a toujours fait preuve d'un sang-froid et d'une précision folle dans ses aventures qu'on a pu vivre de la confrérie du tofu. C'est même plutôt drôle de la voir tomber éperdument amoureuse de Tristepin, quand on sait à quel point lui par contre est immature à ses débuts. En tout cas, c'est bien grâce à lui qu'elle va se trouver un sens à sa vie. Ayant été abandonnée toute jeune au roi Sadida, elle n'a que très peu connu ses parents avant d'être formée pour être la gardienne de la princesse Sadida. Tristepin, à contrario de son passé, c'est le cocon, le nid douillet dans lequel elle s'abandonne, et elle s'y sentira si bien qu'elle lui donnera naissance à 3 magnifiques enfants. Elle réalisera quelque part son rêve, celui de créer un foyer aimant, elle deviendra une mère avisée, ne négligera pas l'entraînement de Flopin, et Lélie ayant déjà des dispositions de son père. Ici, côté power-up, elle était déjà à son max étant jeune, c'est plutôt physiquement qu'elle prendra des traits de maman en étant enceinte de pain, mais elle retrouvera la ligne assez vite au final après son accouchement, tout en gardant l'accoutrement et la coiffure en chignon qu'elle avait quand elle était enceinte. Psychologiquement, on passe d'une jeune femme sérieuse, peut-être même un peu trop coincée, à une femme qui est toujours sérieuse et responsable, mais qui sait lâcher de temps en temps du lest. Elle restera surtout celle qui résonne nos héros comme Amalia face au Necrom, ou encore Pimpin avec ses pouvoirs divins. Heureusement qu'elle est là, notre petite Eva. Alors là, on est dans le top 3 des plus gros changements et franchement si je vous garde les 2 autres pour la fin, c'est parce qu'ils sont plus populaires. Mais à mes yeux, personne n'a autant changé qu'Amalia Sheramcharm, princesse, enfin devrais-je dire reine du royaume Sadida. Amalia, c'est une jeune princesse avec le tempérament que l'on pourrait s'imaginer d'une princesse. Elle aime le confort dû à son rang, elle peste contre tout, c'est une véritable petite chippie. Malgré ça, elle a toujours eu une empathie forte pour la nature qui l'entoure. Elle ressent ce que les plantes et les arbres ressentent, et ça c'est parce qu'en plus d'être du peuple Sadida, elle a un lien quasi fusionnel avec l'arbre de vie, l'esprit qui garde le royaume Sadida et le peuple Sadida en vie. Que dis-je, en fusion même avec la nature du monde des 12, comme s'ils étaient tous liés par un fil spirituel à leur divinité, le dieu Sadida. Elle portera le lourd fardeau d'être l'unique princesse d'un royaume, surtout en l'absence de reine, vu que sa mère est morte lorsqu'elle était jeune.
Elle est la seule figure féminine de la royauté du royaume Sadida, l'obligeant à des mariages politiques qui bien heureusement n'aboutiront pas. Malgré tout, elle a un lien fort avec son père, et même si elle est conflictuelle, elle aime aussi énormément son frère. Un amour paternel et fraternel réciproque, car de leur côté, ils feront leur maximum pour préserver Amalia des affres de la noblesse, en la laissant vivre ses aventures avec Hugo et la confrérie. C'est pourquoi la perte de son père puis de son frère vont être très douloureuses. C'est Eva, son amie de toujours, qui va l'aider à reprendre conscience de son statut et mener les Sadidas désœuvrés à la victoire face au Necrom. Elle pourra également compter sur Hugo, avec lequel elle peut enfin assumer son amour maintenant qu'il a une apparence d'homme. Une transformation libératrice, car Hugo comme Amalia vivaient à moitié leur amour à cause de ça. Un amour qui se concrétisera définitivement à la fin de la saison 4, où ils s'échangeront leurs vœux d'une façon un peu particulière mais très romantique. Côté power-up, c'est phénoménal et c'est peu dire, car si on prend même les webtoons en considération, elle devient à peine reconnaissable tant elle est incroyable dans la maîtrise de son art, et plus globalement dans l'art même du combat. Sans compter son lien direct avec l'arbre de vie qui lui offre également une puissance sensationnelle. Physiquement, on passe quand même d'une petite fille à la silhouette fine, cheveux lâchés, à une femme élancée qui attache ses cheveux désormais et qui revêt une tenue un peu plus royale, plus à l'image d'une personne de la royauté Sadida, mais tout en étant adaptée à vivre des aventures. Bon, Tristepin, ça risque d'être long, je vais essayer d'être concis. Tristepin de Perceval, son histoire est probablement l'histoire la plus fournie et la plus légendaire de la série Wakfu. C'est limite lui, le héros, jusqu'à la fin de la saison 3. Ça se tapait fort pour savoir si c'était Hugo ou Tristepin qui était le plus aimé et le plus développé. Faut dire qu'il est drôlement attachant au Pimpin. On le découvre comme étant un fier guerrier Yop, un peu débile comme le veut la réputation des Yop, un simplet qui a qu'une seule passion, se battre et devenir plus fort. Malheureusement, il enchaînera bourde sur bourde depuis la mort de son maître Gulthard, qui est en réalité son fils. Et oui, faut suivre, parce que Tristepin, c'est la réincarnation du dieu Yop. Je vous dis pas la galère pour s'y retrouver, surtout lorsqu'il a des enfants issus de son union avec Eva. Comment expliquer à ses enfants que tonton qui est plus âgé que papa, eh bien en fait c'est leur grand frère. C'est magnifique. Et en même temps ça résume bien la famille Perceval. C'est bien le foutoir, mais qu'est-ce qu'ils sont heureux. Tristepin, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas peur de se sacrifier pour ceux qu'il aime. Il l'a montré en se sacrifiant pour sauver Eva et Amalia du Razortan, et il a quasiment rendu l'âme face à Adamaï pour empêcher la fratrie de kidnapper ses enfants et sa femme. Il a du cœur et sait prendre ses responsabilités, surtout grâce à sa femme qui est là pour lui rappeler qui il est lorsqu'il se perd. C'est d'ailleurs ce qui m'attriste quand on sait comment il termine dans la saison 4, le fameux Yop moderne. Mais en réalité ça s'explique par le fait qu'entre-temps, Tristepin n'a plus le droit d'être téméraire. En l'étant, il met sa famille en danger et il tient plus que tout à les mettre en sécurité. C'est pourquoi il va se résoudre à laisser Eva pour sauver les enfants, mais il n'empêche que ça m'embête de voir Tristepin comme ça. Je suis désolé. En tout cas physiquement, on est sur l'un des plus gros changements de la série avec ses godasses qui disparaissent, son haut qui devient une cape, une peau qui est bien plus bronzée qu'à ses débuts, des marques noires dues à son combat face à Rubilax sur le visage, et surtout un bras perdu qu'il a fusionné avec son démon chouchou Rubilax, lui permettant de prendre n'importe quelle forme pour peu qu'elle soit cohérente. Côté power-up, il est à son max avec les pouvoirs divins du dieu Yop dans son combat contre Ogrest, mais il redevient un peu plus quelconque dans la saison 4 malheureusement. Et enfin pour finir, le Nabo qui n'est désormais plus un Nabo, je veux bien entendu parler de Hugo. Que dire de Hugo? Là aussi on est sur quelque chose de vraiment pas simple, et heureusement qu'on n'a pas le résumé de toutes ces résurrections, sans quoi j'en aurais jamais fini. En quête de retrouver sa réelle famille, il va découvrir qu'il est en réalité le roi d'un peuple mythique du Cosmos, descendant direct de deux entités divines faisant de lui le roi divin d'un peuple complètement hors catégorie du Cosmos, les Héliathropes. Ils sont les créateurs même du Zap ou encore du funeste Héliacube qui n'est autre que le cœur d'un mécasme enfermé dans une technologie Héliathrope. Un sacré poids qu'il n'est pas du tout prêt à endosser, même après de moultes aventures avec la confrérie du tofu. En parallèle de ça, il va nourrir un véritable complexe autour de sa taille, l'empêchant d'affirmer ses sentiments vis-à-vis d'Amalia, mais plus problématique encore, son envie de retrouver les siens couplée à la puissance des Sidofus Héliathropes va créer un gigantesque bordel en créant un nouveau peuple dont il sera leur divinité directe pour le coup, les Héliotropes, à ne pas confondre avec les Héliathropes. Ils vont s'incarner à l'aube des temps, oubliés de tous, de Hugo et des dieux de l'Inglorium. Ils vont être livrés à eux-mêmes jusqu'à que le dernier d'entre eux, au repos, mette un plan pour se venger de Hugo en provoquant plein de catastrophes comme l'Héliacube mise aux mains de Nox ou encore le chaos d'Ogrest. Enfin bref, ce problème réglé, c'est quand il sera aux mains des terribles Necrom, torturés pour soutirer tout le Wakfu qui regorge en lui en le faisant vieillir à vue d'œil, que ces anciennes incarnations, désormais intégrées dans le corps de Hugo, vont venir à son secours. Et oui, parce qu'à la mort d'un héliotrope, son énergie rejoint ceux des héliotropes qui restent jusqu'à ce que tous soient finalement retrouvés en au repos avant qu'il ne meure à son tour, réintégrant toutes les âmes des héliotropes dans le corps de leur divinité Hugo.
J'espère que jusqu'à là vous suivez. Grâce à cette absorption des héliotropes, il va pouvoir communiquer avec eux dans son subconscient et comprendre que ses alter-ego sont en réalité une part cachée de lui-même, chacun reflétant comme un morceau de son âme. Une paix intérieure qui va lui donner un power-up idéal maintenant qu'il a été vieilli de force par les nécromes, pour atteindre l'apparence d'un jeune adulte. Et le plus surprenant dans toute cette histoire, c'est que c'est son vieil ennemi, son frère Killby, qui va le délivrer des nécromes, se sacrifiant dans l'espoir que Hugo, son frère, son roi, le seul en qui il a confiance de pouvoir réussir l'impossible, puisse fusionner le cœur d'un nouveau mécasme, Locus, avec la puissance des Sidofus et ainsi pouvoir avoir une chance contre Tauros. Un power-up qu'il va réussir et qui me donne encore des frissons aujourd'hui. Côté physique, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il n'a absolument plus rien à voir avec le jeune enfant qu'on a connu dans les premières saisons. Une apparence et un accoutrement qui sied à la royauté et au rang de Hugo qui est désormais un roi-dieu héliatrope, régnant aux côtés de la douce Amalia avec laquelle il peut désormais pleinement vivre son amour et s'unir devant tous leurs amis, concluant ces longues années d'aventure pour une nouvelle qui s'avère peut-être la plus dure, régner et faire prospérer un peuple qui a de lourdes attentes autour d'un personnage aussi imposant. Bon, je sais que vous alliez me le demander en boucle en commentaire, alors je fais une petite mention honorable pour Adamai. Je ne le mets pas dans la même case que nos héros de la confrérie du tofu car il a rejoint la fratrie en milieu de route. Il n'empêche que notre petit dragonnet reste un personnage qui a eu une évolution intéressante de la saison 1 à la saison 4. Formé par notre bon vieux Grugaloragran, Adamai a passé son enfance sur l'île des Brumes en attendant que son frère Hugo ne le rejoigne. Depuis, il a vécu des tonnes d'aventures avec son frère et dans leur fraternité, Adamai semble être le plus sage et érudit des deux. Il apprend beaucoup de choses à Hugo, notamment son contrôle du Wakfu qui est quasi inné pour des êtres aussi formidables qu'eux. Il va malheureusement très vite en avoir marre du comportement qu'il juge dangereux de Hugo et créer une cassure avec son frère pour qu'il n'utilise pas les Dofus héliatropes. Malheureusement, Hugo sera contraint d'aller contre Adamai, son quatristepin serait mort dans le combat contre Grest. En faisant ça, il va faire ce qu'Adamai redoute, il va créer une immense catastrophe avec les héliotropes, des héliotropes dont il va se lier avec le dernier de cette espèce, Oropo, et rejoindre la fratrie. À son tour, il fera une lourde erreur en faisant confiance trop facilement à cause de sa colère contre Hugo, mais ça aura le mérite de lui faire comprendre que personne n'est infaillible, et grâce à ça, il va se rabibocher avec son frère. Il restera malgré tout très prudent et sage, et ça se verra contre les nécromes où même s'il dispose des Sidofus héliatropes, il aura peur d'utiliser la pleine puissance contre Tauros de crainte de faire une immense bêtise. On découvrira même une nouvelle facette d'Adamai, avare de sa puissance quand il affrontera les nécromes à Albuera, et heureusement pour lui que le comte Lance-Dur était là pour lui sauver les fesses. En somme, Adamai est un personnage qui balance entre apprentissage de ses erreurs et la prudence. C'est le frère des jumeaux qui est là pour tempérer les ardeurs de Hugo, il n'en reste qu'il pêche par excès de confiance par moment, mais comparé à son frère, c'est incomparable. Physiquement, il est passé d'un petit dragonnet à un dragon humanoïde de taille adulte. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il revêt cette apparence au vu de la surprise qu'a sa mère de le voir sous cet aspect. Mais je vous avoue que moi, l'apparence que j'ai préférée de lui, c'est celui qu'on a dans les flashbacks de Killby, quand il se rappelle l'âge d'or des héliatropes sur leur monde d'origine. Voilà pour cette vidéo, une vidéo que je voulais faire depuis un bail, mais au lieu de me fixer sur un seul perso chaque fois, j'ai préféré vous condenser les 6 héros de la confrérie du tofu. J'espère que vous l'aurez apprécié, n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, je réponds à tous vos messages. Allez, il est temps pour moi de vous laisser, c'était Zaki, pour vous servir, ciao.